De retour sur le plateau de l'Actu C'est vous, on va tout de suite aborder le premier sujet de cette émission. Il concerne donc le futur projet de loi sur la fin de vie, un projet de loi qui suscite énormément d'interrogations. C'est parti. Fin de vie, euthanasie, suicide assisté, différents termes pour parler d'un sujet de société qui divise. Comment accompagner une personne malade vers la fin de sa vie? Le projet de loi pour l'aide à mourir reviendra à l'Assemblée nationale le 27 janvier prochain, après avoir été mis de côté avec la dissolution de juin dernier. Mais quel texte sera étudié à partir du début d'année prochaine? Celui du député Olivier Falorni, co-signé par 220 parlementaires, où il s'agira d'un nouveau projet de loi. On parle de tout ça avec le docteur Bruno Dallaporta, Aline Chenet de Beaupré, professeur de droit privé et spécialiste de bioéthique, Jonathan Denis, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, et Gwen du collectif Lutte Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. D'abord, je suis donc avec vous, docteur Dallaporta. J'avais envie de savoir, en fait, qu'est-ce qui, dans ce projet de loi, vous rend sceptique. Et je rappellerai après les différentes mesures qu'on peut lire sur ce projet de loi. D'accord, merci. Bonjour. Déjà, moi, je suis médecin, je suis néphrologue, c'est-à-dire que je m'occupe de personnes âgées, très malades, épuisées, avec de nombreuses comorbidités. Et ce qu'on voit, c'est que 80% des gens bien portants, à distance de leur mort, sont favorables à l'euthanasie. Mais en fait, en situation, le pourcentage est très faible. Si bien que si on faisait voter les 1 ou 2% en situation qui demandent la mort, et bien en fait, la loi ne passerait jamais. Je vous fais un petit commentaire sur la clinique. Si vous venez dans mon service demain matin, et je vous encourage à venir, on a 150 patients. En fait, vous n'avez aucune demande d'euthanasie. Si vous venez à notre staff jeudi, on va parler du manque d'infirmières, d'assistantes sociales, de tas de sujets, mais jamais d'euthanasie. C'est pas que va-t-on faire toutes ces demandes d'euthanasie, alors qu'on a une très forte mortalité de 15 à 20% par an. Et on a repris les 10 dernières années et les 200 derniers décès. En réalité, on n'a eu que 1% de demandes d'euthanasie. Dans ces 1%, la moitié est survenue chez des personnes qui souffraient terriblement. Et c'est vrai que lorsqu'on a un ulcère hyperalgique d'une jambe, la douleur, ça rend dingue, on veut mourir. Et ces personnes-là, vous soulagez la douleur, vous les estimez, vous les hospitalisez, vous les considérez, la demande euthanasique disparaît totalement. Et si bien qu'il nous a resté que 0,5% de demandes d'euthanasie. Donc pour répondre à votre question, et ces 0,5%, en fait, nous, on a un chiffre très bas, parce qu'en dialyse, les personnes viennent tous les 2 jours, il y a de la socialité, elles rencontrent des infirmières, des aides-soignantes, si bien que la demande est basse parce qu'on soulage la souffrance et qu'il y a de la relation sociale. Et donc, on s'aperçoit que l'euthanasie, on fait un effet de loupe monumental dans les médias, alors que ce n'est pas le problème qu'on a à l'hôpital. Le problème, c'est comment entourer le grand âge, vulnérable, les malades, etc. Et en réalité, ce qu'il faut dans notre démocratie, ce ne sont pas des droits à mourir, c'est des droits à vivre, estimés jusqu'au bout et considérés par la société. Voilà, donc c'est pour ça que cette loi, pour moi, est un effet de loupe qui cristallise sur l'exception, alors que les enjeux sont ailleurs. Merci pour cette introduction à vos propos. J'ai envie d'avoir la parole de Jonathan Denis. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Et j'imagine que vous ne partagez pas exactement le même point de vue que le docteur Dallaporta. Je rappelle juste qu'il y a un sondage paru en 2021 qui dit que 93% des Français sont favorables pour que la loi autorise les médecins à mettre fin sans souffrance à la vie des personnes atteintes de maladies insupportables et incurables. Mais vous venez de le dire, effectivement, c'est souvent des gens bien portants qui répondent à ces sondages. Donc du coup, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce projet de loi et sur ce que vient de dire effectivement le docteur Dallaporta. Mon opposition à ce que vient de dire le docteur Dallaporta n'est pas nouvelle. Et nous le connaissons bien, il connaît mon avis sur le sujet. Alors, ce que je n'ai pas bien saisi avec, par contre, ce que vient de dire le docteur, c'est s'il y avait des demandes d'euthanasie. Parce que tantôt, il nous explique qu'il n'y a aucune demande, puis tantôt qu'il y a 1 à 2% des demandes, puis 0,5%. Donc, il faudrait savoir, ces demandes existent, personne ne peut dire l'inverse. Ensuite, on parle de bien portants. Allez demander, alors hélas, vous ne pouvez plus puisqu'ils sont décédés, mais à Loïc Rézibois, à Catherine Icardi, s'ils étaient bien portants, à Vincent Imbert, s'il était bien portant. Non, évidemment, il y a des demandes d'aide à mourir quand il y a des souffrances qui sont absolument insupportables pour des personnes, rappelons-le, qui sont atteintes d'affections graves et incurables. On parle d'une loi grand âge, on ne parle pas de personnes âgées.
dans ce débat. On parle de personnes qui ont des affections graves et incurables. Il faut quand même le rappeler, et ce qui a été fait sur la Convention citoyenne, sur le texte de loi. Donc évidemment, je revendique une loi de liberté, une loi qui n'obligera personne, ni les soignants, ni les soignés, évidemment, à demander ou à pratiquer une quelconque aide à mourir, mais il faut reconnaître que ces demandes existent, il faut reconnaître que parfois, il n'y a plus de solution et que comme recours possible, il peut y avoir cette demande d'aide à mourir quand évidemment tout a été présenté en amont aux patients. Je voudrais donner la parole également à Gwen, donc du collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Vous venez d'entendre le point de vue du médecin Dalla Porta, vous venez d'entendre également le point de vue de Jonathan Denis de l'association ADMD. Qu'est-ce que vous en pensez, Gwen? Est-ce que pour vous, justement, ce projet de loi va dans le bon sens? Alors, ce que nous en pensons au CLE, qui est un collectif antivalidiste composé exclusivement de personnes handicapées, c'est que ce projet de loi a des œillères sur la situation réelle des malades en France. Nous sommes contre ce projet de loi, non pas parce que nous serions farouchement anti-euthanasie, mais parce que le projet de loi, dans le contexte français, est mal écrit et il ne correspond pas à la réalité des besoins des patients actuellement. C'est-à-dire qu'on a, depuis quelques décennies, une demande en raison du vieillissement de la population, une demande de soins palliatifs en hausse, mais des moyens pour les soins palliatifs qui stagnent, qui sont les mêmes, donc une baisse de l'accès aux soins palliatifs. Il y a, selon le rapport Leonetti, des disparités territoriales, donc vous n'avez pas le même accès selon l'endroit où vous habitez en France. Il y a des disparités à l'accès aux soins palliatifs sous différents critères. Et ce dont parlait le docteur tout à l'heure que M. Denis ne comprenait pas, c'est donc 1% de demandes d'euthanasie, dont 0,5 qui changent d'avis durant la maladie. Car ce qui se passe, c'est que nous avons une majorité effectivement de bien portants qui sont pour, mais une majorité de malades chroniques, d'handicapés et de malades en phase terminale qui sont contre, finalement. Vous avez aussi, ça c'est pas mon opinion, c'est celle des cancérologues. Donc les cancérologues constatent qu'au milieu de la maladie, ils ont des patients qui vont demander l'euthanasie, dire qu'ils veulent procéder, mais la majorité va changer d'avis durant la maladie. Et ce qui va vraiment, vraiment influencer l'opinion, entre guillemets, là-dessus, c'est pas l'idéologie de la personne, c'est ses moyens matériels, ses moyens d'accès, d'une part, à l'autonomie, oui, c'est-à-dire ne pas vivre en institution, ne pas vivre dans un hôpital toute sa vie, son accès au traitement de la douleur. Nous avons en France des centres de la douleur qui sont des centres spécialisés. Certains traitements à la douleur ne sont accessibles qu'en passant par un de ces centres ou par un neurologue. Si vous avez essayé d'accéder à un neurologue récemment, vous savez que c'est difficile. Effectivement. Le traitement pour la douleur, c'est le plus important pour un malade en fin de vie. Cependant, c'est difficilement accessible. Vous avez, selon le département où vous vous trouvez, un délai pour accéder à ces centres de 2 ans. Donc, on fait quoi? On laisse le patient pendant 2 ans dans une douleur insupportable, mais on lui dit « Non, non, vous inquiétez pas, regardez, on va faire passer une formidable loi pour vous autoriser à mourir plus vite. » Le patient n'a pas demandé à mourir, le patient a demandé à être soigné. Concernant l'autonomie, je rappelle que la France a été condamnée par l'ONU pour le problème de droits humains des personnes handicapées en France, car elles sont de façon disproportionnée, qu'il s'agisse de jeunes handicapés qui vont en IME, qu'il s'agisse de personnes en âge de travailler qui finissent en foyer, ou de personnes âgées qui vont en maison de retraite. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes âgées qui ont envie d'aller en maison de retraite. Moi, j'en ai jamais vu. C'est un choix par dépit, parce que c'est mieux que de mourir tout seul dans ton salon avec personne pour te soulager. Donc, on a un pays qui abuse de l'institutionnalisation, donc une privation de liberté, et qui propose en contrepartie l'euthanasie, c'est-à-dire se débarrasser du symptôme, se débarrasser des personnes qui demandent de l'aide. Au lieu de leur proposer de l'aide, comment dire ? Il y a eu un amendement qui a été déposé par M. Peytavi, il me semble, durant le premier débat, donc avant que l'Assemblée soit dissoute. Donc M. Peytavi est assez idéaliste pour dire qu'il faudrait vérifier qu'avant de proposer l'euthanasie à un patient, on vérifie qu'il a eu accès à tout ce dont il a besoin. L'idée est bonne. Dans la pratique,
en tant que médecin, mettez-vous à la place d'un médecin qui va faire cette proposition. Sauf que, bien sûr, il y a un délai de 6 mois, il y a un délai d'1 an et demi, il y a un délai de 2 ans. Ah, bien sûr, ça existe, mais ça existe à Paris, mais ça n'existe pas dans la Lozère. Ah, bien sûr, ça existe, mais vous ne pouvez pas. Parce que les équipes sont complètes, parce que je n'ai pas reçu la formation, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'unités mobiles de soins palliatifs sur notre territoire. Les moyens vont aller à l'euthanasie, tandis que ça fait depuis combien de temps? Nous avons eu des gouvernements sous Hollande, sous Sarkozy, sous Macron. Tous ont fermé des lits. Tous ont diminué les moyens des hôpitaux. On va justement parler. Depuis, on ne fait que vider les hôpitaux de leurs moyens, de leurs effectifs, de leur formation. On va justement en parler un tout petit peu plus tard. Mais avant ça, j'aimerais donner la parole à Aline Chenet-de-Beaupré, professeure de droit, et rappeler rapidement en fait les grandes lignes de ce projet de loi. Déjà, il faudra être majeur pour bénéficier donc de cette suicide assisté ou euthanasie, être capable d'un discernement plein et entier, une pathologie incurable, on l'a dit, avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme, et avoir des souffrances physiques et psychologiques réfractaires qu'on ne peut soulager. Aline Chenet de Beaupré, est-ce que la loi sera facilement applicable si jamais elle est votée? Et est-ce qu'on ne risque pas d'avoir du mal à définir ce qu'on comprend, donc ces termes, pathologie incurable, pronostic vital engagé à court ou moyen terme? Est-ce que ça ne va pas créer un flou qui pourrait justement desservir cette loi, ou en tout cas les patients qui souhaiteraient bénéficier de cette loi? Alors effectivement, comme vous le soulignez, il y a un flou et les termes sont très difficiles à cerner, et ça a d'ailleurs été signalé lors des débats. Et la question a été très très rapidement résolue parce qu'on a tout fait sauter. Et lors du projet de loi, donc je me situe avant la dissolution, les différentes discussions, les différents amendements ont fait passer très rapidement de souffrances insupportables et autres à c'est un choix. On n'a pas besoin de poser de telles exigences en pathologie. On ouvre la possibilité d'accéder à l'euthanasie. On dit aide à mourir dans le projet de loi et dans la proposition de loi potentielle aussi de M. Falorni. Aide à mourir, c'est euthanasie ou suicide assisté. Les termes ne sont pas employés. Ça sera pour tout le monde et ça ne sera pas avec des questions de souffrance insupportables, irréversibles. On n'a même plus besoin, si on écoute le projet de loi d'avant la dissolution tel qu'il a été modifié, d'attendre d'être en fin de vie. Et ça, d'un point de vue juridique, ça révèle quelque chose de très important, c'est que la question du consentement, elle va être tout de suite problématique. Et comme ça a été souligné tout à l'heure par le professeur Delaporta, on a le problème des personnes, quand elles sont hospitalisées ou quand elles sont vraiment malades, elles changent d'état d'esprit. Et ça a été souligné par Gwenaëlle aussi, on voit des différences qui sont juridiquement très problématiques entre les bien portants qui s'expriment le plus ou qu'on écoute le plus et qui ne correspondent pas exactement à ce qu'on attend. Vous avez évoqué le fait qu'il faudrait être majeur pour pouvoir y accéder. Je rappelle que la Convention citoyenne sur la fin de vie avait, dans son premier rapport, dit non, allez, majeur et mineur. Et effectivement, très vraisemblablement, d'un point de vue juridique, après-demain, même si on vote une loi qui offre l'euthanasie ou le suicide assisté aux personnes uniquement majeures, on voit ce qu'ont fait les Pays-Bas, la Belgique et ce que sont en train de faire des pays tels que le Canada, c'est passer à la minorité. Et j'ai envie de dire, c'est un point de vue obligatoire, sinon on est en discrimination. Si j'ai 18 ans, je peux accéder à l'euthanasie. J'ai 17 ans et demi, on me dit revenez dans 6 mois, vous souffrez, je suis désolée, mais revenez dans 6 mois. On est obligé d'abaisser. Donc tous ces garde-fous que l'on a envisagés, ils ne tiennent pas. Les pays étrangers nous le démontrent. Ceux qui ont pu dépénaliser ou légaliser l'euthanasie nous montrent qu'au fur et à mesure, on l'abandonne. On essaye de mettre des cadres, des garde-fous. Ils ne tiennent pas. Ils ne peuvent pas tenir d'un point de vue juridique, sinon on est dans la discrimination, comme ça a été un petit peu évoqué. Donc, on a une situation très problématique et le projet de loi, les discussions qui ont eu lieu avant la dissolution, est complètement révélateur, le projet de loi est complètement révélateur de ce qu'on part d'une idée bien carrée, et juste après, on passe à autre chose. D'un point de vue juridique, je ne vois pas comment on peut empêcher une évolution vers on offre à tout le monde
je ne vais pas employer l'euphémisme aide à mourir, on offre à tout le monde l'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté, qu'on soit bien portant, qu'on ne soit pas bien portant. Et pour terminer, juridiquement toujours, ce qui m'embête énormément, c'est dans les EHPAD, par exemple, quelle est la part de lucidité des personnes quand on leur proposera, parce que c'est comme ça qu'on fera, d'accéder à une euthanasie ou un suicide assisté. Comme ça a été rappelé, ces personnes ne sont pas tout à fait éclairées dans leur faculté mentale, sans en faire des personnes complètement invalides intellectuellement, mais on a énormément de difficultés, et je ne parlerai même pas des personnes avec handicap mental, à qui l'on envisage de proposer aussi, dans certains pays, voire on le fait déjà aux Pays-Bas, un accès à l'euthanasie, au suicide assisté. Juridiquement, c'est très ennuyeux. Avant de vous donner la parole au docteur Dalla Porta, j'aimerais juste discuter avec Jonathan Denis. Vous venez d'entendre plusieurs, que ce soit Alice Chenet de Beaupré ou tout à l'heure Gwen du collectif Clé. Comment vous vous situez par rapport aux pays étrangers? Car quand on entend l'exemple du Canada, c'est plutôt... on n'a pas le sentiment qu'on va dans le bon sens. Vous dites que la France est même en retard par rapport à ses voisins. Est-ce que l'exemple canadien ne vous fait pas reculer sur vos positions? Alors attendez, avant d'insister sur l'étranger, moi je ne savais pas qu'on était dans une émission où on peut raconter n'importe quoi. L'euthanasie pour tout le monde. Mais attendez, on va être un peu sérieux 30 secondes. Il y a un projet de loi, il y a une convention citoyenne, il y a une académie de médecine. On parle des personnes handicapées qui ne sont pas concernées dans le projet de loi. On parle des maladies mentales qui ne sont pas concernées dans le projet de loi. On parle des mineurs qui ne sont pas concernés dans le projet de loi. Je rappelle juste que la loi de 2016, qui inclut la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, et pour les personnes majeures et pour les personnes mineures. Donc on a déjà réfléchi à la sédation dans le cas des mineurs. On parle d'un accès vraiment pour tout le monde. Vraiment, on ne parle pas du tout du même projet de loi, et je pense qu'il faut être sérieux un petit peu et regarder les choses telles qu'elles existent. Maintenant, si on peut parler d'étrangers, moi, j'ai pas de souci avec l'étranger. Alors, c'est pas une question d'être en avance ou en retard. Je considère qu'il y a des pays qui ont 20 ans d'expérience. On a parlé des Pays-Bas, de la Belgique, on peut parler du Luxembourg, de l'Espagne, du Portugal. Le Royaume-Uni est en train de réfléchir. Et on peut parler de l'Autriche aussi, de l'Allemagne, de l'Italie. Tous ces pays ont basé sur une même chose. Accès universel aux soins palliatifs et possibilité d'aide à mourir. Effectivement, quand on parle des soins palliatifs, moi je partage ce qui est dit. Il n'y a pas aujourd'hui un accès équitable aux soins palliatifs. Mais aujourd'hui, qui s'est battu pour doubler le budget des soins palliatifs dans le projet de loi? Qui s'est battu pour que dans le projet de loi, on ait le plan décennal? Qui s'est battu pour qu'il y ait des maisons d'accompagnement qui s'est créées? C'est du côté de la DMD qu'on a milité pour cela. Et j'aimerais bien, oui, ça peut vous faire sourire, mais j'aimerais bien que tous ceux qui n'ont eu que les soins palliatifs à la bouche nous expliquent ce qu'ils ont fait pendant des dizaines et des dizaines d'années, notamment pendant 3 ans où il n'y avait plus aucun plan national de soins palliatifs. C'était la DMD qui allait frapper au port des ministères pour dire que c'était inadmissible. Donc le projet de loi que l'on veut, c'est évidemment cet accès universel aux soins palliatifs et l'aide à mourir. Et parlons de l'étranger. On parle du Canada. 80% des personnes qui demandent une aide à mourir ont bénéficier de soins palliatifs ou sont dans un parcours de soins palliatifs. On peut parler de la Californie où c'est 95%, on peut parler de la Belgique où c'est 50%. Tous ces pays n'opposent pas les soins palliatifs à l'aide à mourir, et il faut bien le comprendre. Ensuite, concernant les mots qui sont utilisés, la Haute Autorité de Santé a été saisie pour définir ce qu'était le moyen terme, pour définir ce qu'était la phase avancée ou terminale. Donc on verra bien ce qui pourra être dit, mais ce n'est pas en tombant dans les excès de langage ou dans des fausses informations à vouloir donner qu'on fait avancer sereinement le débat, que l'on doit à des personnes malades qui n'ont plus de solution et qui parfois doivent fuir en Belgique ou en Suisse parce qu'on n'arrive pas à les accompagner comme elles le demandent chez nous. C'est cela la réalité aujourd'hui en France. Bruno Dalla Porta, quand vous entendez justement ce que dit Jonathan Denis, est-ce que justement soins palliatifs et suicide assisté sont compatibles? Absolument pas. Les bonnes pratiques en médecine, c'est de se rendre compte que la médecine a fait des progrès. Le risque des progrès de la médecine, c'est ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, l'obstination déraisonnable. C'est-à-dire, est-ce qu'un médecin, parce qu'il a beaucoup de puissance, peut faire tout ce qu'il veut sur une personne vulnérable? C'est ça la vraie question qui se pose avec notre médecine. C'est comment soulager, comment accompagner, comment estimer ces personnes jusqu'au bout et comment respecter son autonomie, ça c'est évident. Mais par contre, la bonne
borne qui nous rend créatifs, c'est l'interdit de donner la mort. C'est ça qui nous rend créatifs. Nous, médecins, on a besoin de ça, ça nous protège et ça nous rend imaginatifs. Et finalement, voilà, donc je pense que c'est complètement incompatible. Et puis, pour reprendre ce que disaient tous les précédents interlocuteurs, effectivement, 1989, première loi sur les soins palliatifs. J'ai parlé avec Jean Leonetti et d'autres personnes. On n'a pas eu les moyens pour les soins palliatifs. 2005, loi Leonetti, on n'a toujours pas eu les moyens pour les soins palliatifs. 2016, loi Claes-Leonetti, toujours pas de moyens pour les soins palliatifs. 2024, on nous propose d'ouvrir l'euthanasie, qui à court terme est très simple à faire et économiquement très, très, très léger. Et on a des coupes budgétaires, etc. Et on sait très bien qu'on n'aura pas les moyens pour les soins palliatifs. Imaginons même qu'on mette les sous pour les soins palliatifs. En fait, il y a une vingtaine de territoires qui ne sont pas dotés de soins palliatifs. Mais même si on mettait les moyens, on n'a pas les infirmières. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un différentiel temporel. L'euthanasie sera applicable très rapidement, tandis que les soins palliatifs, ça sera reporté dans 10 ans. Or, je vous rappelle que la maladie chronique va crescendo, les pathologies chroniques vont crescendo, le grand âge va crescendo, et on a un raisonnement à court terme, et ce qu'il faut voir, c'est le long terme. La question, c'est peut-on faire tomber l'interdit de donner la mort? Quelles conséquences pour les vulnérabilités? Quelles conséquences pour notre civilisation? Et qu'est-ce qu'on veut demain? Donc, par rapport à ce que dit Jonathan Denis, en fait, c'est récit contre récit, c'est liberté contre protection des vulnérabilités, c'est quel monde on veut demain. Et je suis content que dans une radio de gauche, on évoque ça. Parce que moi, j'ai fait un grand colloque d'une journée avec la gauche, les écolos, en leur disant, faites gaffe, vous vous trompez. Vous êtes en train, justement, de fragiliser à long terme les vulnérabilités. Le raisonnement n'est pas de légiférer. Le problème, c'est qu'on cherche à légiférer l'exception. On raisonne à court terme sur l'individu. Ce qu'il faut, c'est une loi symbolique à long terme pour tout le monde et pour les vulnérabilités. Et donc, juste pour préciser, ce projet de loi, s'il est voté, donc rentrera en vigueur effectivement d'ici 2 ans. Et effectivement, il est dit dans le projet de loi, après, dans les faits, ce sera peut-être un peu plus compliqué, qu'il y aurait un meilleur accès aux soins palliatifs, mais on le comprend, il faudrait des moyens supplémentaires et effectivement, du personnel, recruter beaucoup plus de monde. Avant de poursuivre la discussion, j'aimerais avoir au téléphone donc Claudine, qui justement a un avis tranché, c'est sa situation personnelle sur justement la fin de vie. Bonjour Claudine. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Donc j'imagine que vous entendez un peu le débat depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous, de votre situation et quelle est votre position justement sur ce projet de loi sur la fin de vie? Alors, moi je vais résumer un petit peu cette histoire. Pourquoi je suis allée en Suisse pour m'inscrire à Dignitas, pour ma fin de vie à venir. J'ai une mère qui s'est suicidée, un père qui est mort de sa belle mort dans sa maison, et je me suis dit que il fallait que je gère ma mort. Je vis seule, donc je suis un peu obligée de gérer tout ça toute seule. Donc si je peux me permettre, excusez-moi de vous couper. Les hôpitaux. Vous m'entendez? Oui, pardon, excusez-moi de vous couper, juste pour mettre un peu dans le contexte. Vous avez 75 ans et vous êtes... 75 ans, oui. Oui, donc vous êtes atteinte d'une maladie qui vous contraint, entre guillemets... Non, j'ai pas... Alors même pas. J'ai pas eu... Enfin, j'ai pas une maladie, j'ai plusieurs. C'est le vieillissement, hein, plus les opérations, les chirurgies précédentes qui impriment des séquelles un petit peu difficiles à vivre. Et moi, je vis seule à Saint-Nazaire et je n'ai pas du tout envie d'aller dans un EHPAD. J'ai envie d'être autonome jusqu'au bout. Au début, il y a quelques années, quand je vivais à Paris, j'étais à la DMD, je cotisais. Et puis, désespérée par ces lois qui ne venaient pas et l'hypocrisie de celles qui existaient, je me suis désabonnée de la DMD. Et l'année dernière, j'ai justement entendu parler de cette nouvelle loi et j'ai regardé les magazines de Marina Carrère d'Ancos, oui, où elle avait abordé justement
l'euthanasie en allant en Belgique, en Suisse, etc., se renseigner et tout. Et forte de tout ça, j'ai continué l'enquête de mon côté et je me suis dit que ce serait peut-être mieux décemment, je n'ai aucune confiance en la médecine dans les hôpitaux françaises, quoi. La médecine des hôpitaux. J'ai vu un ami qui avait demandé, dont la femme avait demandé à être euthanasiée. Elle a été entretenue, elle a été nourrie alors qu'il avait demandé à ce qu'elle soit pas nourrie. Enfin bref, donc c'était un peu n'importe quoi. Et pourtant c'était à Nantes. Donc, étant d'un naturel assez impatient et pas pour mourir, hein, impatient d'avoir confiance en un système pour mourir éventuellement. C'est pas du tout un suicide assisté que je veux. En plus, j'ai pris contact je me suis renseignée en Belgique, en Suisse et un peu partout. Et ils m'ont envoyé leur documentation. Les Suisses, en plus, prennent bien la précaution de dire tout ce qui avait été énoncé par le médecin, c'est-à-dire que la plupart du temps, les gens qui sont prêts à mourir quand ils sont un peu plus jeunes, dès qu'ils s'approchent de la mort, ils changent complètement d'avis. Ils ralentissent. Enfin, ils précisent bien sur les papiers de Dignitas que c'est un recours qui est final et qui est vraiment qui est très peu pratiqué. En fait, juste, excusez-moi. Malgré la proposition. Excusez-moi, en fait, je m'entends très mal. Ah, alors j'espère que vous allez mieux m'entendre, mais pour comprendre, en fait, c'est vraiment en prévision, entre guillemets, que vous avez décidé de vous inscrire à l'association Dignitas, parce qu'en France, vous n'aviez pas trouvé les solutions qui vous convenaient pour cette fin de vie. Je n'ai pas confiance. Voilà, c'est la confiance. Quand on parle de l'accès aux soins palliatifs, voilà. Et puis je sais que ça ne va pas aller en s'arrangeant, puisqu'on coupe de plus en plus de les finances des hôpitaux. Très bien, Claudine. En fréquentant l'hôpital de temps en temps, je vois effectivement les manques et tout, et puis ils se dépêchent de nous faire sortir quand on est opéré parce qu'on occupe une place, une chambre, etc. Et puis moi, c'est l'attente aux urgences qui m'a complètement convaincue que je devais aller ailleurs. En tout cas, merci. Voilà. Merci Claudine pour votre témoignage, qui est un autre type de témoignage par rapport à ce qu'on dit depuis le début. On n'est pas que dans parce que Claudine n'est pas, elle a plusieurs choses, mais elle n'est pas entre guillemets, elle n'a pas de maladie incurable, mais elle prévoit, voilà. Elle prévoit d'aller, en tout cas, elle est inscrite déjà à Dignitas en Suisse pour la suite de sa vie. Juste pour avoir votre point de vue, Gwen, donc du collectif Clé, est-ce que quand vous entendez le témoignage de Claudine, c'est un témoignage personnel, c'est son avis, est-ce que vous le comprenez comme tel, des gens qui se disent on va peut-être aller en Suisse et pas en France parce que c'est peut-être mieux géré là-bas, on n'a pas confiance à ce qui se passe dans les hôpitaux français, dans ce qui se passe dans les hôpitaux. Je comprends tout à fait sa position. C'est complètement compatible en fait avec le point de vue du Clé, parce que Claudine a fait face à des hôpitaux dans lesquels elle considérait ne pas être bien traitée, où il fallait qu'elle sorte tout de suite après une opération. Ça fait partie du mouvement dans lequel les hôpitaux font de plus en plus d'ambulatoires, c'est-à-dire que vous entrez à 8 heures, vous êtes opéré, vous sortez le plus tôt possible, vous n'êtes pas alité. Il y a un problème dans les hôpitaux aussi de tarification à l'acte, qui a été lourdement critiqué, c'est pas nouveau. La tarification à l'acte, en fait, met en défaveur certains services, en particulier les services qui s'occupent de malades chroniques et les services de soins palliatifs. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas un grand nombre d'actes à facturer à la sécurité sociale. En revanche, ce sont des spécialités qui vont demander beaucoup de temps, beaucoup d'humains, des humains formés, et les personnes ne sont pas, entre guillemets, rentables pour l'hôpital. Un malade chronique qui ne meurt pas n'est pas rentable. Un malade qui reste longtemps avec une maladie qui stagne, mais qui a quand même besoin d'aide, n'est pas rentable à cause de la tarification à l'acte.
les hôpitaux subissent une pression financière qui est monstrueuse. Claudine parlait de l'attente aux urgences. Quand on voit qu'on peut mourir sur un brancard dans un couloir aux urgences, comment voulez-vous que les gens réagissent comment vous pouvez dire que c'est totalement un choix, en fait, l'aide à mourir? À quel moment c'est un choix? Tu dois choisir entre être abandonné ou aller chez Dignitas. Ce dont parlait Jonathan Denis tout à l'heure, c'était comme quoi l'euthanasie, ce ne serait pas pour les gens qui ont des troubles psy. Bien sûr que si, puisque la maladie mentale et la maladie physique, ce n'est pas séparé, puisque l'opinion là-dessus des cancérologues, mais aussi d'autres spécialités, c'est qu'un patient en maladie chronique et un patient en phase terminale, même s'il n'avait pas de problème psy avant, va en développer de la dépression, des idées suicidaires, de l'anxiété qui va être handicapante. Ce n'est pas la maladie mentale d'un côté, la maladie physique de l'autre. Monsieur Denis demandait également qu'est-ce qu'on faisait pendant toutes ces années. Alors moi, personnellement, pendant mon début de vingtaine, j'ai entamé un parcours pour être diagnostiquée parce que j'avais mal depuis que j'étais enfant, sans savoir pourquoi. Donc j'ai été diagnostiquée feignante, entre guillemets. J'ai eu un diagnostic de syndrome d'Ehlers dans l'os à 29 ans. C'est-à-dire que de mes 5 ans à mes 29 ans, j'ai vécu dans la douleur, sans aucun traitement. Par contre, entre mes 20 et mes 25 ans, j'ai été prise en charge en psychiatrie. Je voulais me suicider. Je pensais que c'était mon opinion et que c'était le choix de vie à faire le plus sain pour moi. Les psychiatres n'ont jamais compris que j'avais physiquement mal, car quand je leur disais que j'avais physiquement mal, ils me répondaient « c'est l'anxiété ». En revanche, ce qu'ils ont fait, c'est m'empêcher de me suicider, car les hôpitaux psychiatriques ont des droits que l'hôpital général n'a pas. En psychiatrie, vous ne pouvez pas signer une décharge pour sortir parce que vous avez décidé de refuser les soins. Vous pouvez toujours refuser un soin en hôpital général, même si c'est un soin dont vous avez absolument besoin. Du moment que vous êtes conscient, pour le dire, en tout cas. Mais en psychiatrie, on fait tout pour vous empêcher de partir au nom du respect de la vie, parce qu'il ne faut pas que vous vous suicidiez. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec cette loi? Qu'est-ce qu'on fait de la psychiatrie, de la prévention au suicide? Est-ce qu'on continue d'empêcher les gens de se suicider ou pas? Et dans le cas où ils seraient suicidaires, est-ce qu'on va systématiquement vérifier que la personne n'ait pas une maladie physique sous-jacente qui cause sa détresse? Ensuite, Claudine parlait du fait de la patiente qui avait été nourrie contre son gré pendant sa fin de vie. Ce n'est pas normal, ce n'est pas une bonne pratique de soins palliatifs. Car ce qui est recommandé par les experts en soins palliatifs, c'est de cesser peu à peu l'hydratation et la nourriture quand le corps n'est plus capable de faire fonctionner le système digestif et le système urinaire correctement, quand les reins sont en détresse, l'estomac est en détresse, parce que l'hydratation ne va pas apporter de l'eau aux organes de la personne, il va former des œdèmes qui causent de la douleur. Et la nourriture, pareil, elle va provoquer un inconfort, mais ne pas être utile, parce que la personne est en fin de vie. Cependant, si un médecin s'acharne à nourrir et hydrater une personne qui est en fin de vie, qui est en phase terminale, qui n'est plus consciente, qui n'a plus un système rénal qui fonctionne, c'est que cette personne n'a pas été formée correctement aux bonnes pratiques de soins palliatifs qui devraient être généralisées en 2024. Merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, tout dépend de votre choix. Est-ce que vous avez eu accès au bon hôpital? Est-ce que vous êtes tombé sur la bonne personne qui avait été formée? Merci. Aline Chénel de Beaupré, on l'entend, il y a différents cas de figure. Qu'est-ce que, en termes de droit, les patients peuvent faire parfois pour faire entendre leur volonté? Est-ce que ce texte de loi, tel qu'il, en tout cas si on parle de celui proposé par le député Olivier Falorni, prend en compte justement tout ça, en fait, justement le droit, la loi, la possibilité des patients de faire entendre leur voix? Alors, le texte proposé par Olivier Falorni comporte pas mal de confusion, notamment autour des soins d'accompagnement qui englobent ou pas les soins palliatifs. Il y a des petites choses à revoir sur le texte d'un point de vue juridique. Mais en réalité, les questions, elles ne sont pas dans ces textes-là, elles sont résolues dans les lois précédentes. A été évoquée la loi de 99, donc, qui vise à garantir l'accès à tous aux soins palliatifs. La loi de 2005, première loi sur la fin de vie qui est dite loi Leonetti. Cette loi de 2005 prévoit beaucoup de choses. Le refus de l'obstination déraisonnable, comme ça a été rappelé. Elle prévoit, avec la loi de 2016, on va les englober les deux, l'arrêt des traitements. Je suis malade,
les médecins sont des méchants et ils veulent continuer, je dis ça pour Bruno Delaporta, hein, c'est une attaque personnelle, je ne le connais pas, mais je m'amuse un peu, excusez-moi. Je veux absolument qu'on me laisse tranquille. J'ai le droit d'exiger, c'est un droit, j'ai le droit d'exiger l'arrêt des traitements. L'arrêt ou la limitation des traitements. Depuis 2005, ça a été mis en place, ça a été confirmé en 2016. Donc, arrêt et limitation des traitements, un droit que les patients ont et qu'ils peuvent faire valoir. J'ajouterais la possibilité aussi du traitement à double effet. On sait qu'on va pouvoir traiter une personne, quitte à ce que l'effet secondaire, tout traitement a des effets secondaires, et on accepte même les traitements dans lesquels l'effet secondaire sera d'accélérer la mort. Et j'ajoute la loi de 2016 qui a fait apparaître ce qui a été bien entendu du public, mais pas toujours très bien compris, la SPCJD, la SPCD, la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, qui prévoit pour une personne qui est en fin de vie, et ça c'est très important, la personne est mourante, à court terme, et ça les médecins arrivent, avec une petite imprécision, mais arrivent à déterminer si une personne va très bientôt mourir, à quelques jours près, et cette personne, si on ne peut plus lutter contre les souffrances qu'elle ressent, cette personne va être sédatée, on va lui administrer un sédatif et un analgésique. L'objectif, un antalgique, ça va être lutter contre les douleurs et endormir la personne, lutter contre des douleurs contre lesquelles on n'arrive plus à réagir. Et donc, tout cela, la loi le prévoit. Et ce que l'on voit, en effet, peut-être pervers, mais ce qui est inquiétant d'un point de vue juridique, c'est qu'aujourd'hui, le contentieux qu'on voit apparaître devant le Conseil d'État, notamment, ce sont des personnes qui demandent à être maintenues en vie, et on n'accepte pas leur demande. C'est un arrêt de 2022, par exemple. Une personne qui disait « je demande à ce qu'on me maintienne en vie », et là on dit « non, non, là ça serait dans l'obstination, de toute façon il n'y a plus rien à en attendre, on va mettre fin à vos traitements ». Donc attention à la façon dont on présente le débat. Le droit existant est complètement, d'un point de vue juridique, satisfaisant. Les médecins progressent, les soins palliatifs, hélas, ne progressent pas en moyens, mais progressent en technique. Et attention à cette loi, je me permets malgré tout de contredire ce qu'a dit M. Denis, qui me reprochait d'avoir parlé d'une loi pour tous. À partir du moment où juridiquement, je reste sur mon terrain, le droit, à partir du moment où le projet de loi envisageait, avant dissolution, de ne plus poser de conditions, ça veut dire qu'il s'offrait à tous. Ça veut dire que n'importe qui aurait pu en bénéficier à condition de le demander. Et moi, je complète en disant que juridiquement, le consentement sur de nombreuses hypothèses est problématique. Alors juste pour terminer, parce qu'on a déjà... l'émission doit prendre aussi fin pour d'autres sujets. Juste, Jonathan Denis, j'imagine que ce que vous venez d'entendre ne vous satisfait pas. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que finalement, ce projet de loi est nécessaire, étant donné, quand on entend ce que nous dit Alice Chenet de Beaupré, il y avait déjà beaucoup de choses dans la loi qui permettaient de pouvoir permettre aux gens une fin de vie digne. Je reconnais les lois de 2005 et 2016, je ne suis pas en contradiction avec ces lois-là. Je rappelle qu'effectivement, il faut qu'il y ait un pronostic vital engagé à court terme, et que ces lois sont tout simplement insuffisantes. Mais aujourd'hui, c'est la demande qui en est faite. Ces lois ne répondent pas aujourd'hui à tous les cas qui peuvent se présenter. C'est bien pour ça. Et alors là, excusez-moi, mais je repars sur le tout et le n'importe quoi. Le texte de loi, il existe, il suffit de le lire. Il y a des conditions qui sont strictes pour demander une aide à mourir. Je rappelle quand même, madame, que tout à l'heure, vous avez même parlé de proposer une aide à mourir, ce qui prouve qu'on est quand même dans un autre projet de loi. Personne, dans aucun pays au monde, fort heureusement, ne peut proposer une aide à mourir. C'est bien toujours la personne qui le demande. Dire l'inverse, si vous dites l'inverse, vous pouvez être attaqué. Si vous voulez qu'on se pose sur le côté du droit, aucune législation ne l'a jamais fait, aucune législation ne le fera, à part vivre dans un monde qui n'est absolument pas celui-là, si on veut le regarder sérieusement. Maintenant, sur les soins palliatifs, je réinsiste, il faut évidemment qu'il y ait des moyens, mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait non plus pour les soins palliatifs. Enfin, les moyens ont été doublés. Regardez, il y a eu plus d'unités. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y a 20 départements sans soins palliatifs. C'est faux. Vous avez 20 départements sans unité de soins palliatifs, ce qui est bien différent. Vous avez des équipes mobiles qui sont présentes, vous avez des lits identifiés. Ce n'est pas assez, mais il faut aussi poser toujours les choses sérieusement. Cette loi, on le sait bien, ne s'adressera qu'à 1 à 2% des décès. On ne fera pas différent de ce qui se passe ailleurs.
d'ailleurs, mais aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne trouvent pas de réponse et qui sont dans un cadre précis. Et je voudrais le répéter parce qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi. Ce cadre précis, c'est être atteint d'une affection. Donc c'est être majeur, c'est être atteint d'une affection grave et incurable, engageant le pronostic vital, c'est marqué dans le texte, c'est ainsi. En phase avancée ou terminale, il faut avoir une totale conscience, ce qui d'ailleurs remet totalement en cause la loi de 2005 sur les directives anticipées, puisqu'elles ont été jetées à la poubelle et qu'on n'en parle plus dans ce projet de loi. Voici le projet de loi tel qu'il a été arrêté au moment de la dissolution et tel qu'il est représenté par Olivier Falorni et 220 députés dans le cadre d'une proposition de loi qui sera débattue fin janvier, début février. Merci beaucoup. Et dernière question pour vous, Bruno Dalla Porta. Doit-on finalement davantage se focaliser sur peut-être une fin de vie, vivre dignement sa fin de vie plutôt que de mourir dignement? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il ne faut pas mettre plus de moyens sur justement permettre à tout un chacun de bien terminer sa vie plutôt que de peut-être choisir l'euthanasie ou le suicide assisté. En fait, c'est un projet de société plus qu'une question de choix individuel. C'est la question que je vous pose. En fait, Claudine pose toutes les bonnes questions. Hein. Elle apporte peut-être pas la bonne réponse, mais en fait, ce qu'on souhaite tous, c'est avoir un environnement, être estimé, être considéré jusqu'au bout. Ce qu'on veut, c'est avoir des regards attentifs, des personnes qui nous parlent jusqu'au bout. Et finalement, en 2024, on a des moyens considérables. Mais là, je suis d'accord avec ce que disait Aline Chénet. En réalité, les médecins ne sont pas formés. On a un mea culpa à faire. On n'est pas formé, on n'est pas compétent. Il y a énormément d'insuffisances, d'abus médicaux. Et ça, c'est un problème de sous. Il faut former les médecins. Vous savez qu'en médecine, les étudiants ont des centaines d'heures de génétique, de biologie moléculaire, de maths. Ils ont peut-être quelques heures sur le soulagement de la souffrance, les soins palliatifs et l'éthique médicale. Donc oui, je suis entièrement d'accord. La médecine a un mea culpa à faire. Et Claudine pose les bonnes questions. Mais la réponse n'est pas celle-ci. La réponse, c'est comment estimer les personnes comme elles en fin de vie, comment soulager, comment accompagner et comment former les médecins et comment mettre des moyens et comment éviter de démolir l'hôpital. Merci messieurs, merci mesdames. C'était un débat riche et intéressant avec des points de vue effectivement divergents, mais c'est aussi ça la force des débats. On va tout de suite passer à la deuxième et la seconde partie de cette émission, où on va parler justement du documentaire de Sami Hamady, Les mots dont on hérite. C'est parti. De retour sur le plateau du Média et sur l'émission L'Actu, c'est vous. Et on reçoit aujourd'hui donc Sami Hamady, réalisateur du film Les mots dont on hérite. Venir d'un quartier populaire, c'est surmonter beaucoup d'épreuves. C'est parfois être catalogué en fonction des mots qu'on utilise, en fonction de l'accent que l'on peut avoir. Le langage comme un marqueur social. Dans son documentaire, Sami Hamady raconte comment le langage occupe une place importante, voire primordiale, dans les parcours individuels. Bonjour Sami. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous. Je le disais, le langage comme marqueur social. Pourquoi avoir choisi de faire ce documentaire? Je rappelle que tu es un jeune journaliste-réalisateur de 24 ans qui a grandi à Vaux-en-Velin, une ville qui est chère à mon cœur. Et donc du coup, j'aimerais savoir pourquoi avoir décidé de faire ce documentaire. Ce documentaire, il part d'abord d'une expérience personnelle. Moi, ma maman... Voilà, elle est de classe ouvrière, j'ai grandi seulement avec ma maman, nous étions 4 enfants et pour elle, il était important qu'à l'école, on donne le meilleur de nous-mêmes. Elle nous disait que elle ne souhaite pas qu'on soit dans les mêmes entre guillemets galères et par conséquent l'école était primordiale. Quand je suis arrivé au collège, j'ai choisi l'option arabe parce que j'avais envie de choisir cette option. Et il s'avère que grâce à cette option, mon lycée de secteur n'était pas le lycée de Vaux-en-Velin, mais c'était un lycée lyonnais dans lequel je pouvais entrer. Alors moi, cette opportunité se présente, je me dis parfait, j'y vais. Et là, tout d'un coup, en fait, je fais face à un mur. Et c'est de là d'où part ce sujet. Là-bas, je suis victime de discrimination, ce qu'on appelle la glottophobie. On me dit que je n'ai pas la bonne façon de m'exprimer. J'ai droit à des moqueries. Au début, ça s'est passé pour des blagues. Mais en fait, à la fin, on ne rit pas avec moi, mais on rit de moi. Et c'est là où c'est quelque chose de très violent.
En revenant à Vaux-en-Velin, on me dit que ma façon de parler a changé. Donc, tout d'un coup, je deviens un from. Et c'est plus tard, en fait, dans les études supérieures, en échangeant de nouveau avec des amis d'enfance, que je comprends que mon expérience, l'expérience que j'ai eue, n'était pas seulement liée à ma personne. C'était une expérience qui dépasse l'individu. Et en fait, c'est quelque chose lié... c'est une expérience... lié à la façon dont la société est construite et la façon dont les normes sont imposées, c'est-à-dire que il faut parler d'une certaine façon pour pouvoir accéder à certains postes, pour entrer dans certains espaces. Et est-ce que justement, on utilise la glottophobie déjà, on va la définir, c'est la discrimination en fonction de son accent. Exactement. Mais est-ce que justement, il y a des stratégies que tu as mis en place dans ton parcours pour justement t'intégrer, entre guillemets, le mot intégration est toujours un peu particulier, mais pour pouvoir faire ton trou dans un espace qui n'était pas le tien au départ? Est-ce qu'il y a des stratégies qu'on met en place? Après cette expérience, donc c'était durant mon année de seconde, je suis revenu à Vaux-en-Velin et c'est donc là où on me dit déjà c'était pas très intelligent de faire 1 heure de route le matin et 1 heure de route le soir pour aller dans un établissement où en plus tu te faisais critiquer pour qui tu étais. Je voulais autre chose que ce qu'on me proposait à Vaux-en-Velin et il s'avère que donc on m'a dit oui. Ta façon de parler n'est pas adaptée aussi à Vaux-en-Velin désormais. Et par conséquent, il a fallu faire un peu le caméléon. Alors, c'est un terme que je condamne. Ouais. Voilà, il faut être qui on est. Mais en fait, on imite les autres. On fait tout comme les autres pour pouvoir en fait se fondre dans la masse et à un moment donné, juste étudier. Point. C'est triste, mais c'était ma réalité et la réalité de nombreuses personnes qui ont notamment pu témoigner dans le documentaire. Dans le documentaire, oui. Ce qui est très intéressant dans ton documentaire, c'est que tu parles de ton histoire, bien sûr, mais tu la mets en parallèle avec d'autres histoires et c'est des choses qui reviennent. Il y a Mina dans ton documentaire qui, elle explique aussi, très bonne élève. Elle avait une particularité, c'est qu'elle faisait du piano. Donc, quand elle était à Vaux-en-Velin, elle était vue comme exceptionnelle ou en tout cas... autre, différente. Et comme elle est allée après au lycée également, c'est à partir du lycée, je crois, qu'elle est allée effectivement dans les lycées qui sont en ville, dans les villes plus bourgeoises de Lyon. Là, tout d'un coup, elle rentrait dans la norme et en plus, elle était, juste comme tu le disais, moquée ou en tout cas pointée du doigt sur les mots qu'elle pouvait employer ou la manière dont elle les utilisait. C'est ça. Il est important de dire que ce n'était pas les professeurs qui nous reprochaient notre façon de nous exprimer. Mais c'était plutôt, en fait, les camarades de classe. Quand on était en dehors de la classe, on s'exprime sans hésiter. Ouais. On est nous-mêmes, tout simplement. Et en fait, il s'avère que Mina, tout comme moi, a utilisé quelquefois le terme « wesh ». Une sorte de ponctuation dans nos phrases. Et là, tout d'un coup, une camarade de classe lui dit « Alors, excuse-moi, mais... moi, je n'aime pas les gens qui disent wesh. Ça fait pas professionnel. » À partir de quel moment on dit ça à un ami, à une amie? Donc, c'est là où aussi, des propos qui peuvent sembler inoffensants sont très violents en fait lorsqu'ils s'accumulent, parce que une personne va nous la dire, mais dans la journée, combien de personnes nous ont fait des remarques sur notre façon de parler. Ça peut être déjà des remarques verbales, mais aussi des remarques non verbales. C'est une petite expression, un petit sourire lorsqu'on commence à s'exprimer. Et en fait, voilà. Il y a quelque chose qui est très intéressant également dans le documentaire, c'est que tu vas à la rencontre d'enseignants, justement, en maternelle notamment. Et là, il y a un discours un peu nouveau que moi, je n'avais pas spécialement entendu, et c'est une enseignante qui le dit, qui considère la langue d'origine des élèves d'origine étrangère qui arrivent plutôt comme une richesse et non pas comme un handicap ou un obstacle. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que c'est quand même... c'est pas le discours qu'on a longtemps entendu. On a longtemps entendu que justement, en maternelle, les enfants, il faut leur parler exclusivement en français pour qu'ils puissent s'intégrer, même si à la maison, ils entendent une autre langue. Cette enseignante a un autre discours. Oui. Il y a déjà une différence à faire entre langue et langage. Dans le film, on a pu voir qu'il y a un écart dans l'apprentissage du langage en fonction de l'origine sociale des parents. Un enfant de classe ouvrière
aura moins de mots qu'un enfant de classe sup dès l'entrée en maternelle. Le discours que tu évoques, Cyril, c'est celui qui est lié à la langue maternelle, la langue parlée à la maison. Alors, par le passé, c'est vrai qu'on disait que si on veut que l'enfant soit excellent dans son expression verbale, il va devoir en fait mettre de côté la langue maternelle, la langue des parents, donc que ce soit l'arabe, sans doute l'italien, le turc. En même temps, on ne regarde pas toutes les langues de la même manière. Hein. C'est vrai. On va plus stigmatiser peut-être l'arabe ou le turc que l'italien ou l'anglais, par exemple. Exactement. Mais en fait, il s'avère que les linguistes s'alignent sur le fait que non, en fait, c'est une richesse. Et si les parents maîtrisent, mieux la langue maternelle, alors il vaut mieux parler à l'enfant dans sa langue maternelle à la maison, parce qu'en fait, plus tard, l'enfant fera des conversions. Il retrouvera des équivalences dans la langue française. Et c'est là où, en fait, l'enfant déjà aura une façon de s'exprimer qui sera de qualité, mais aussi, il aura cet avantage d'être bilingue. Et donc, ce qui est intéressant, cette enseignante, on le voit dans le documentaire, elle apprend des mots assez simples, des expressions, elle demande aux parents. Là, à un moment donné, il y a une élève qui est d'origine bosniaque, il me semble, et donc elle demande à la mère une phrase en bosniaque qu'elle puisse dire à l'enfant, et c'est ce qu'elle fait, ce qui va rassurer l'enfant à un moment donné en classe, et notamment, donc j'avais trouvé que l'exemple était très, très intéressant. Et avant de poursuivre, on va prendre en ligne Engal Sama, un jeune, ou en tout cas un jeune homme de Vaux-en-Velin également, qui va témoigner de son expérience et de sa vision du langage, et qui l'exprime très bien dans ton documentaire d'ailleurs. Bonjour Engal. Ouais, c'est moi. Engal Sama, excuse-moi. Ça va ? Ça va très bien, et toi ? Ça va très bien aussi. Justement, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur le langage, parce que tu viens de Vaux-en-Velin. À Vaux-en-Velin, je le sais moi-même, il y a des expressions, il y a des mots qui sont purement vaudais. Toi, comment tu fais quand tu dois te retrouver dans des situations où tu n'es pas avec des vaudais pour que, entre guillemets, te faire comprendre, bien entendu, tu te fais comprendre, mais tu comprends le sens de ma question. En fait, le truc, c'est très récent dans ma vie où je réadapte un peu mon langage par rapport à des personnes qui ne sont pas de Vaux-en-Velin ou qui ne sont pas de Lyon du tout. Parce que pendant longtemps, moi, j'utilisais des mots, par exemple le mot lasseux, comme on voit dans le reportage, ou le mot pélo, qui est très lyonnais. Je les utilisais à tout va, et c'est vrai que les gens ils disent « Ah, ça veut dire quoi ? Je comprends pas », ou limite comme si je parlais une toute autre langue, s'il faut utiliser les termes et tout. Et c'est soit, je traduis en mode « je veux dire ça », en mode, par exemple, je dis « ouais, là, je comprends pas, je dis merci », je retraduis, je dis merci. Ou bien maintenant, on va dire, je suis un peu plus vieux et je traduis directement, j'essaye de... Je me dis, là, je suis face à une personne, je sais qu'elle va pas comprendre mon langage, donc je lui parle dans un langage, on va dire, je vais pas dire SNU, mais un peu plus français, entre guillemets. Et justement, France métropolitaine, on va dire là où... Lasseux, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que ça veut dire, lasseux, ça vient d'où ? Ça veut dire quoi ? Lasseux, c'est, pour moi, c'est de Vaux-en-Velin. Il y en a d'autres qui m'ont reproché, me disent non, mais dans tout Lyon, on dit lasseux. Mais pour moi, je l'entends surtout à Vaux-en-Velin. Et lasseux, c'est la contraction de la secla. Et la secla, c'est le verlan de la classe. Donc, quand on dit à quelqu'un, ah, t'as la classe, merci, t'as la classe. Faut lui dire la classe, c'est la secla. Et ça s'est transformé en lasseux. Et c'est devenu un merci, quoi. Et toi, justement, tu es aussi rappeur, Engal. Tu utilises les mots de Vaux-en-Velin dans ton rap, on va dire. Tu utilises donc ces mots comme une force. Est-ce que, du coup, pour toi, vouloir justement parler un français académique, on va dire, pour être plus simple, c'est pas forcément toujours une force. Et dans ton art, tu préfères utiliser les mots qui correspondent à ton identité ? Je préfère, c'est une question déjà de mon identité, donc c'est ma force. Après, j'utilise des mots qui viennent. En fait, j'essaie d'utiliser les mots que j'estime être puissants au moment où j'écris, qui puissent le mieux traduire ma pensée. Et c'est vrai qu'une bonne partie, ça va être des mots d'argot lyonnais, d'argot vaudais, parce que c'est ce que je comprends mieux et c'est là où j'y puise une certaine force. Après, je vais pas me couper d'un mot, par exemple, d'une autre langue, ou bien
pioché peut-être dans le dictionnaire ou que j'ai vu parce que j'estime que ce mot-là a une certaine puissance. Je me dis que les mots, ils ont tout type de mots ont une force, ont une puissance, et j'essaie de les utiliser à bon escient dans mes textes pour essayer de rendre mon texte le plus impactant possible et faire en sorte que ma pensée, ou en tout cas l'émotion que j'ai envie de transmettre, puisse être ressentie. Et si c'est un mot d'argot comme lasseux, comme, je sais pas, chourave ou jacté, bah oui, c'est ces mots-là que je vais utiliser. Et juste dernière question, c'est un peu la question que je posais à Samy tout à l'heure. Est-ce que justement tu utilises des stratégies pour justement te frayer un chemin dans des milieux où on ne parle pas forcément comme les Vaudais, même si la manière dont je dis, on pourrait croire qu'on parle une langue étrangère, c'est le français qui est juste réadapté. Mais est-ce que tu modifies, est-ce que tu as déjà eu des anecdotes où tu as dû justement changer, modifier ton dialogue pour pouvoir intégrer des milieux ou être à l'aise dans un milieu qui n'était pas le tien au départ? Bah, en fait, d'une certaine manière, j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, beaucoup de chance. Pendant longtemps, moi, je suis resté sur Vaux-en-Velin, même collège, lycée, je l'ai fait à Vaux-en-Velin. Et je suis sorti de Vaux-en-Velin à l'université. Donc, je me retrouvais avec d'autres. Et à l'université, j'étais surtout qu'avec des personnes qui parlaient plus ou moins le même langage que moi. Il y avait un peu un sort de repli, entre guillemets, communautaire, où on se met avec des personnes qui nous ressemblent, qui parlent un peu le même langage que nous, pour éviter de se retrouver avec le jugement des autres. Mais même dans d'autres milieux, parce que j'ai eu la chance de pouvoir un peu voyager dans certaines conditions et autres, pouvoir représenter Vaux-en-Velin à l'extérieur, eh ben, j'ai pas eu trop à modifier mon langage, parce qu'il a été accepté, il a été plutôt plus ou moins accepté. Et après, bon, j'ai dû changer de langage parce que j'ai participé à un programme qui s'appelle Jeune Ambassadeur, et ça me poussait à aller aux États-Unis. Et là-bas, bah, je peux parler tout l'argot français que je veux. Quoi qu'il arrive, ils ne vont pas comprendre. Donc, ils vont utiliser l'anglais. Et puis voilà. Mais ça va, à ce niveau-là, j'ai eu assez de chance. Mais oui, j'ai eu des anecdotes, mais plus même au niveau de l'écriture. Au niveau de l'écriture, par exemple, quand on arrive à la fac et qu'on n'a pas la même syntaxe que d'autres, bah, y a des élèves, bah, ils s'en amusent, et carrément, ils s'en amusent même devant le professeur. Et c'est des choses qui m'ont fait mal à l'université, pour m'en cacher. Puis voilà, quoi. Très bien, en tout cas, merci beaucoup Engal de ton témoignage. Je rappelle qu'on peut te voir également dans le documentaire de Samy. Quand on l'entend, il vient de le dire, les remarques, ou en tout cas sur son écriture, où ces mots ont pu le blesser. La question provocatrice sciemment que je te pose, mais c'est est-ce qu'il ne faut pas non plus essayer de se dire, si on veut s'en sortir dans ce pays, il vaut mieux accepter les codes de langage qu'on nous vend? Je sais pas. Là, Vas-y, je te laisse me dire. Tu veux répondre à cette question, non, Engal? je vais répondre sinon. Bah, après, je laisse me dire, après je donne ma réponse, comme ça, chacun. Ouais, ok. Vas-y. Alors, non. L'idée n'est pas d'effacer qui on est. En fait, cette discrimination, la glottophobie qu'on évoque, a des conséquences terribles. Parce que c'est de là où naît la honte. La honte, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Elle vient toujours des autres. Et la honte a des conséquences très grave. On le découvre dans le documentaire, on en parle, on découvre, ça, on le savait déjà, mais on en parle dans le documentaire. La première conséquence, c'est qu'on va avoir une estime de soi qui sera basse. Ensuite, on va commencer à baisser ses objectifs. On a des ambitions, mais en fait, on les baisse parce qu'en fait, on ne se sent pas légitime. On se dit qu'on n'a pas notre place dans certains espaces. Et la dernière conséquence, qui est tout aussi terrible, c'est qu'en fait, on va rester dans les espaces où on nous a parqués. Et c'est ça, en fait, que j'ai vécu, que Mina a vécu, que plein d'autres jeunes, et même moins jeunes, dans tout le pays, vit. C'est que on tente de nous laisser dans des espaces où, en fait, on nous a assignés. Ça, c'est terrible. Et ensuite, on entend ces discours de parents. Parce qu'en fait, oui, il y a des conséquences au jeune âge, mais après aussi, c'est plus tard. On entend des discours un peu autoflagellants, c'est-à-dire qu'on dira que oui, j'ai pas réussi parce que peut-être je ne suis pas allé au bout, j'ai dû abandonner. Oui, mais pourquoi tu as été amené à abandonner? Parce que
il y a de nombreux freins en fait, qui sont présents lorsqu'on vient de classe populaire. Le frein, comme on l'a évoqué, si on est par exemple à Marseille, si on est dans un quartier populaire ou dans le nord de la France, il y aura l'accent, il y aura aussi le capital économique, le capital culturel, le capital symbolique. Tous ces éléments-là. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est terrible parce que, à la base, l'histoire que je raconte, dedans, c'est l'histoire de jeunes qui avaient tout simplement des objectifs, qui avaient des espoirs, mais à qui on a commencé à dire non. Il s'avère que Mina a réussi à aller au bout de ses études supérieures. Il s'avère que j'ai réussi à aller au bout de mes études supérieures et que j'ai pu avoir cette opportunité incroyable de faire mon premier film. Mais quand on regarde les statistiques, c'est très faible. Donc après, entendre des discours de « mais si, regardez, ça existe, quand on veut, on peut », ça, c'est des discours qui sont complètement négatifs et qui ont des conséquences tout simplement terribles. Merci beaucoup, Samy. Engal, tu es encore avec nous ? Toujours là ? Juste en une phrase rapidement sur cette question-là, et ça sera la conclusion de l'émission. Est-ce qu'il faut modifier son langage si on veut pouvoir être accepté dans cette société française ? J'ai envie de rejoindre Samy sur la même idée. Il faut savoir être soi-même avant tout. Mais il faut savoir se faire comprendre, mais avant tout, je pense que c'est le plus important, c'est être soi-même pour pas se frustrer déjà. Et se dire qu'en étant soi-même, on peut on a notre place partout où on va. Ok, très bien. Samy, pour ta... Merci beaucoup, Engal. Samy ? Je rajouterais que selon un sondage IFOP fait en 2020, la glottophobie toucherait 11 millions de Français. C'est un chiffre qui est énorme, sachant qu'on sait qu'on est à peu près 67 millions de Français. Effectivement, merci beaucoup Samy, merci beaucoup Engal. Je rappelle que le documentaire est visible sur France TV, sur France Télévisions. Il a été diffusé le 7 novembre dernier sur France 3. Et là, il est disponible donc, sur les services de replay de France Télévisions. Donc, ceux qui sont intéressés par ce documentaire, n'hésitez surtout pas à aller le regarder. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de l'Actu C'est vous, un numéro dense, mais fort intéressant. Si vous souhaitez intervenir, apporter votre témoignage ou tout simplement donner votre opinion, il vous suffira de nous laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux ou nous écrire à actu@lemediatv.fr. Si vous avez raté le début de cette émission et que vous souhaitez la revoir en entier, ne manquez pas sa rediffusion ce soir à 22h sur le canal 165 de la Freebox. Sachez aussi que le média s'agrandit et élargit sa diffusion en rejoignant le bouquet gratuit de l'application Molotov, célèbre plateforme de streaming et de télé connectée. N'oubliez pas que sans vous, le média et ce type d'émission n'existerait tout simplement pas. Chaque don, chaque abonnement, chaque partage ou like est primordial. Alors n'hésitez pas, faites des dons ou abonnez-vous à partir de 5 € par mois sur soutenez.lemediatv.fr. Il n'y a que de cette manière que l'on pourra se développer et être pérenne. Ce soir à 18h30, vous retrouverez Toujours debout, présenté par Nadia Lazouni. Merci encore de votre fidélité et n'oubliez pas, l'actu, c'est vous. Je vous souhaite une bonne journée sur le média. Finito. Merci.